La raison logique pour avoir la présentation de Carole, c'était si la vigne, finalement, ça peut aussi se résumer à un ensemble de tuyaux et de tubes mis les uns derrière les autres pour acheminer l'eau vers l'atmosphère. On voit comment on peut avoir une bonne approche en tant que plombier. Mais la deuxième considération à avoir, c'est la fonctionnalité de ces tuyaux. Donc là, on a compris comment on pouvait bien mettre en place les tuyaux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont bien fonctionner. Donc c'est ça dont on va essayer de parler, et on va essayer de comprendre l'empreinte que les variables climatiques vont avoir sur la fonctionnalité de ces tuyaux lorsqu'ils ont été optimisés dans leur agencement. Donc pour ça, on va regarder ce qui se passe pendant justement la formation du système vasculaire, ce que j'ai appelé les tuyaux. Et cette formation, elle a lieu pendant la phase végétative, pendant la phase 2 et la phase 3, surtout pendant la phase 2 en fait. Donc la phase 2 et la phase 3, en termes concrets, en 2019, à quelle date du calendrier civil cela correspond ? Le débourrement, on l'a mis arbitrairement en moyenne au 17 avril. Et puis c'est autour du 20, entre le 20 et le 27 juin, la dernière semaine de juin, qu'on a observé des ralentissements dans le développement de la surface foliaire transpirante. Et je vais expliquer comment on affine cette date, mais pour l'instant, on n'a qu'à juste retenir que c'est autour du solstice qu'on a observé en 2019 cet agencement final de la surface foliaire transpirante. Et pourquoi c'est important de comprendre le moment d'apparition de la période 3 par rapport à la période 2, c'est très important par rapport au rendement. Donc là, je vais avoir une slide peut-être un petit peu complexe. C'est une slide que nous avons synthétisée pour mettre en avant les travaux de Carmen Vasconcelos, Nicolas Guilpart et Cécile Laurent. Et en fait, qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez les mêmes timelines que j'utilise, mais qu'on trouve dans la littérature, empilées l'une sur l'autre, parce qu'en fait, pour comprendre l'impact de la période 2 et de la période 3 sur le rendement, il faut en fait considérer deux cycles, l'un derrière l'autre. Donc ce que vous voyez sur votre gauche, c'est la saison 1, donc 2018. Vous voyez qu'en 2018, on retrouve cette période verte, cette période végétative, et puis après la véraison, la phase de chargement en sucre, et puis la phase d'accumulation de couleurs, avant d'entrer à nouveau en dormance au niveau des bourgeons. Et puis ensuite, on a la saison 2019, on a la formation des inflorescences qui se poursuit et puis qui s'achève au moment de la mise à fleur. Et puis ensuite, on a la formation des baies et puis la maturité des baies. Pourquoi elle est importante, cette diapo ? Parce qu'en fait, elle vous montre que si on décompose le rendement en ces trois composantes que sont le nombre de grappes, petit 1, la taille des grappes, petit 2, ou le nombre de baies par grappe, et puis la taille des baies, petit 3, en fait, on s'aperçoit que le déterminisme du nombre de grappes par pied de vigne et de la taille des grappes, il est déjà acquis à la fin 2018. C'est-à-dire qu'en 2019, ce qu'on a contrôlé essentiellement, c'est le volume des baies, mais c'est pas le nombre des grappes et c'est pas le nombre de baies par grappe, compte tenu que les conditions au moment de la pollinisation en 2019 étaient correctes. Mais en termes de déterminisme au niveau embryonnaire, la messe est dite à la fin de 2018. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a une fenêtre entre 400 et 700 degrés jour qui est, de manière assez exquise, extrêmement sensible au stress hydrique et au stress azoté. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus fin que juste regarder l'année 2018 dans son ensemble. On sait qu'il y a une petite période ici, pendant laquelle la marque des déficits en eau et la marque des déficits en azote va réduire, s'ils sont sévères, le potentiel fructifère des bourgeons. C'est-à-dire qu'on va se retrouver au départ de 2019 avec un nombre de grappes par pied de vigne et une taille de grappe réduite. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en 2018, on s'en souvient, il y a eu beaucoup d'eau, même pendant l'hiver, donc a priori, on a exclu les risques d'une fenêtre déficitaire pendant la période de déterminisme du potentiel fructifère des bourgeons. Donc on va essentiellement parler de la taille des baies, mais on va pouvoir anticiper peut-être la fertilité des bourgeons de 2020 en fonction de ce qu'on va observer en période 2 et 3 en 2019. Donc c'est tout l'enjeu de ce que j'essaye de faire là dans les prochaines diapos. Donc vous voyez ici pour deux sites, du Var et des Bouches-du-Rhône,
qu'en gros, on a des profils d'accumulation thermique assez uniformes. On voit pas d'arrêt puis de redépart. On voit une croissance assez continue. Mais ce qu'il est intéressant de souligner, c'est le moment d'apparition de cette fenêtre de 400 à 700 degrés jour. Vous voyez qu'elle mord sur le début du mois de juin et elle va à peu près jusqu'à la mi-juillet. Ok, donc en fait, on sait qu'en 2019, la période pendant laquelle il faut être vigilant sur la sévérité des stress hydriques et des stress azotés, eh ben, elle s'étire entre le solstice et la mi-juillet. Donc on va pouvoir commencer à bâtir un système de prévision sur le potentiel fructifère des bourgeons en fonction des conditions d'alimentation azotée et hydrique pendant ce qui correspond au 15 juin, 15 juillet en 2019, en sachant que différentes années vont imposer un glissement plus tôt ou plus tard dans la saison selon les cinétiques d'accumulation de température. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de l'année en cours ? Qu'on est grosso modo à 70 degrés jour de retard. Qu'est-ce que ça veut dire ça quand on essaie d'anticiper nos observations visuelles ? Ça veut dire que à la même date, en 2019, on peut s'attendre à observer des développements foliaires un petit peu plus réduits. Simplement parce que le moteur de la mise en place de l'architecture foliaire est retardé en moyenne, 70 degrés jour. En termes d'eau, parce que là on a compris ce qu'il y avait en termes d'apport thermique. Maintenant en termes de précipitation, donc vous voyez ici on est dans la période 2 qui s'étire du débourrement à la mise en place de la surface foliaire transpirante totale. On a des niveaux d'accumulation en eau relativement modérés, 60, 70, 80 mm. Pour une vigne qui transpire entre 1,5 et 3 mm par jour, on ne va pas supposer a priori de déficit hydrique pendant la mise en place de la surface foliaire. Donc si la surface foliaire est réduite, on ne peut pas vraiment accuser le manque de chaleur ou le manque d'eau. Il va falloir essayer de chercher quelque chose d'autre. On a résumé ça ici. Alors évidemment, 2018 est un petit peu exceptionnel, mais on voit qu'on a à peu près 80 mm d'eau en moyenne en 2019 sur des sites qu'on a choisis arbitrairement comme représentatifs. Évidemment, il faut teinter ces tendances lorsque vous essayez de les appliquer chez vous. Mais a priori, même avec 80 mm d'eau, on ne s'attend pas à des arrêts précoces du développement foliaire à cause du déficit hydrique. Donc, en conclusion, sur la période 2, si on fait un retour sur 2018, on n'a pas a priori à subir les conséquences de stress hydrique ou de stress azoté avant la véraison. Donc le potentiel fructifère en termes de nombre de grappes et en termes de taille de grappes, si les conditions au moment de la nouaison ont été bonnes, est plutôt favorable. Le niveau de pluie, bien sûr, il a plongé de 200 mm par rapport à 2018 et le temps thermique a été un peu réduit par rapport à 2018. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'a priori, on aura un développement foliaire plus lent et réduit par rapport à 2018. Ok, on sait l'interpréter. Ce qu'il est intéressant d'avoir en ligne de mire, c'est le caractère tardif des pluies qui sont tombées finalement en période 2 et non pas en P1, en période 1, parce que ça va avoir un impact sur les rendements de cette année. Le pool initial d'azote disponible au moment où l'assimilation racinaire se fait de manière importante, c'est-à-dire la période 2, et plus particulièrement 400-700 degrés jour, va peut-être être limité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va vouloir dire qu'il y aura moins d'activité photosynthétique et que ça va avoir un impact direct pendant la phase de chargement en sucre, puisque s'il y a moins de photosynthétas qui peuvent migrer des feuilles vers les fruits, on va avoir dans certaines situations des perturbations pendant le chargement en sucre et donc des perturbations sur la coloration. Ça va aussi affecter la teneur en azote fermenté cible des mous, puisque la plupart de l'azote est absorbé en période 2 et 3. Ensuite, il ne faut pas s'étonner si on retrouve des mous qui peuvent être carencés en azote en période 4 et en période 5. Et puis enfin, la conséquence de déficit putatif en azote pendant l'absorption en période 400-800, c'est qu'il faut s'attendre sur les sites qui ont été marqués par cette réduction dans le pool initial d'azote à un potentiel fructifère
réduit. Donc il va falloir aussi prendre ça en considération quand on taille. Donc ça, c'était pour la période 2, la période pendant laquelle on a une explosion du développement foliaire. Maintenant, la période 3, à quoi elle ressemble? Comment on la caractérise? Donc ça, la période 3, on a pu beaucoup affiner notre compréhension grâce à la mesure du flux de sève, puisqu'en fait, la période 3, c'est très facile de la marquer lorsqu'on observe comment, pendant le phase de grandissement foliaire, d'une journée à l'autre, on observe que la contribution de l'eau vaporisée dans l'atmosphère par rapport à la demande climatique augmente. Donc on regarde ici le ratio de la transpiration en millimètres divisé par la demande climatique en millimètres, donc on peut exprimer ça en pourcent. Et on voit que tant que d'un jour sur l'autre ce ratio augmente, ça veut dire que la plante augmente sa capacité à transpirer de l'eau. Jusqu'à un point. Et donc ce point marque le moment où on a atteint la capacité maximale de consommation hydrique de la feuille. On sait que toute irrigation ne pourra pas aller plus haut que ce niveau de transpiration maximale. Donc ici, on calcule un peu combien il y a de puissance dans la plante pour vaporiser l'eau dans l'atmosphère. Donc ce point, il est intéressant de le caractériser en valeur et puis surtout en timing. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que la relative précocité de ce moment d'apparition nous permet de présager qu'il va y avoir une période favorable à l'établissement des stress. Ça va avoir un impact direct sur la qualité des raisins en période 4 et 5. On sait que cette période de stress a débuté dans cet exemple au solstice. Et donc on va maintenant s'attacher à voir si les stress environnementaux, donc qui viennent soit de la sécheresse du sol, soit de la sécheresse de l'air, ont été modérés ou ont été sévères. Pour ça, on va regarder les pluies. Donc ici, on a un exemple pendant la période 3 où on n'a pas de pluie. Donc ça veut dire que sur ces sites, il va falloir veiller au bon équilibre entre l'offre en eau et la demande en eau. Donc pour l'instant, sur le plan de l'offre, on sait qu'on va être potentiellement limité. Alors ce qui rend la situation en Provence très difficile, c'est qu'il y a une très forte variabilité spatiale, parce que les points que je vous ai montrés montrent qu'il y a effectivement eu une traversée du désert, mais vous voyez ici, au sud de la montagne Sainte-Victoire, le gradient des pluies qui a été mesuré le mercredi 3 juillet. Et on voit que sur une journée pluvieuse, on passe de points où on a 75 mm d'eau, 50 mm d'eau qui tombent, et puis à quelques kilomètres de là, moins de 15 mm d'eau. Donc il faut arriver à adapter la perception de la sévérité des déficits hydriques en fonction du contexte géographique. Tous les vignobles ne sont pas aussi contrastés, mais ça c'est vraiment une particularité qui rend la capacité d'émettre des diagnostics en termes de grandes tendances très limitée, puisqu'à chaque fois il faut bien définir et circonscrire la zone géographique de laquelle on parle. Mais bon, grosso modo, on sait que le timing des pluies en période 3 va conditionner l'intensité du déficit hydrique en période 3. L'autre chose à voir, c'est le déficit en vapeur d'eau de l'air. Alors qu'est-ce que c'est le déficit en vapeur d'eau de l'air? Pour l'expliquer simplement, c'est la quantité de pression qu'il faut apporter à un volume d'air, par exemple 1 mètre cube, pour voir apparaître la première goutte d'eau sous forme liquide. Donc moins l'air est chargé en vapeur d'eau, et plus il est chaud, plus la pression imposée à ce volume d'air va être importante. Donc en fait, c'est une façon de quantifier l'effet four de l'air. Et c'est très important parce que dans le passé, on a toujours considéré l'irrigation comme quelque chose qui venait compenser le manque d'eau fourni au niveau des racines, alors qu'en fait, c'est que la moitié de ce que perçoit la plante. Et souvent, on a l'impression visuellement que la plante manque d'eau, mais en fait, elle manque d'eau parce que le déficit en vapeur d'eau est élevé. Regardez, le 20 juin, ici, on a des pics qui sont très élevés. Et les symptômes visuels qui traduisent l'influence du déficit en eau de l'atmosphère peuvent nous faire penser faussement que c'est l'irrigation
qui fait défaut à la plante, alors qu'en fait c'est le manque d'eau dans l'air. Donc c'est pour ça qu'ici on a reporté au-delà de cette barre rouge, parce qu'au-delà de 3,5 kPa on est un peu dans les limites de la conductance stomatique, et on voit qu'on a de nombreux jours où on a dépassé ce seuil de 3,5 kPa. Ça veut dire que même quand on a les stomates fermés, on a beaucoup d'eau qui sort. Parce que les stomates, quand ils se ferment, ils laissent quand même passer un petit peu l'eau. Et quand la pression de succion de l'air est très forte, ben l'eau s'évapore quand même. Donc ça fausse complètement ce qu'on croit savoir des modèles de transpiration. Et en gros, il faut apprendre de la plante elle-même et cesser de croire qu'on la comprend d'après un modèle. C'est la plante qui va nous apprendre le modèle, c'est pas l'inverse. Donc, ce qu'il est très important de considérer ici, c'est une période pendant laquelle, la période 3, il va être très difficile pour la plante de résister aux coups de chaleur. Ces coups de chaleur, le prochain présentateur va nous dire ce que ça veut dire sur le plan physiologique en termes de fonctionnalité hydraulique de la plante. Mais avant ça, j'aimerais juste mettre une petite perspective. Ce qui distingue la Provence, c'est par exemple le nombre de jours de coups de chaleur juste sur la période 3, donc 20 juin, début août. Vous voyez qu'on en a une trentaine, aussi bien dans le Var qu'en Bouches-du-Rhône, quand à la Clappe, en Languedoc, on est à peine à 10. Donc il semble qu'on est là vraiment sur une typicité climatique de la région et qu'il va falloir commencer à intégrer l'effet disruptif des vagues de chaleur sur la perte de fonctionnalité hydraulique de la plante. Et ça, c'est indépendamment de l'eau qu'il y a dans les racines. Donc ça m'amène au take-home de la période 3. Donc en 2019, la période 3, elle a démarré entre le 20 juin et fin juin. Donc c'est en grand contraste avec 2018 où il n'y avait pas eu de période 3, on avait juste eu une croissance jusqu'à avait raison. Et donc, un arrêt du développement foliaire qui n'est pas nécessairement imputable au manque d'eau du sol, mais à la sévérité du déficit en eau de l'air. Et c'est ça que j'ai voulu mettre ici, de nombreux pics de VPD entre le 28 juin et le 10 août. Et c'est eux, finalement, qui vont avoir leur empreinte vraiment forte sur la fonctionnalité de la photosynthèse et la fonctionnalité hydraulique de la plante. Le deuxième point à ramener, c'est que c'est peut-être pas si mauvais dans les cas où on a des sites très vigoureux, puisque finalement on sait qu'un déficit hydrique pré-véraison va avoir un effet favorable sur la composition polyphénolique des baies, sur la composition aromatique des baies. Donc le jeu, ça va être, est-ce que ce stress a été trop fort ou est-ce qu'il a été juste modéré ? Donc selon les conditions de déficit en vapeur d'eau et de pluie, les stress hydriques vont être plus ou moins marqués, ce qui va mener à un contraste exacerbé entre les sites en termes de composition des fruits. Et puis on sait que s'il y a une baisse du rendement en 2019, elle sera très certainement imputable à la période 3 et à son effet sur la réduction du volume des baies, mais pas tellement a priori sur le nombre de grappes et sur le nombre de baies par grappe. Pour introduire le prochain présentateur, en fait, j'ai pas voulu trop dévoiler l'impact de la durée et de l'intensité du stress hydrique en période 3. Mais la grande idée, c'est que lorsque la tension dans la colonne d'eau est trop forte, les gaz dissous dans la sève, des gaz en fait, mènent à l'apparition de petites bulles d'air. C'est ce qu'on appelle la cavitation, mais pour ça, je vais laisser Olivier Garcia de la SCP partager avec nous son expérience de terrain à travers les flux de sève.